Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et à la une de cette édition, les deux sessions annuelles politiques chinoises. Les dirigeants de la Banque centrale de Chine viennent tout juste de terminer leur conférence de presse sur les sujets reliés au développement et à la réforme financière. Le gouverneur Zhou Xiaochuan a expliqué que la croissance économique de la Chine se basera désormais sur la demande intérieure et que le pays continuera à adopter une politique monétaire prudente. Vous avez parlé de la rigueur de la politique monétaire. Mon évaluation personnelle est que dans l'avenir, nous allons conserver notre politique monétaire prudente si aucune turbulence majeure ne vient affecter les marchés financiers et l'économie mondiale. Et actuellement, rien ne nous oblige à changer notre politique monétaire. Dans l'ensemble, avec notre politique monétaire prudente et avec d'autres mesures macroéconomiques, avec l'amélioration de l'innovation et de la demande intérieure, nous n'avons pas besoin d'implanter un programme d'aide. En Chine, le volume des réserves de change s'est effondré pour le 4e mois consécutif. Il s'agit des conséquences de la liquidation par la Banque centrale de dollars, une mesure décidée pour amoindrir la dépréciation du yuan, mais aussi pour éviter une recrudescence des sorties de capitaux. D'après les autorités, les réserves chinoises de change ont fondu de 28,57 milliards en février pour atteindre un niveau de 3 milliards 200 millions. C'est le niveau le plus bas depuis décembre 2011. Le gouverneur de la Banque centrale, Zhou Xiaochuan, a déclaré qu'en cas de fluctuation, la population devait se tourner vers les fondamentaux du marché. On l'écoute. Je doute qu'il n'y ait jamais eu un besoin urgent d'acheter des dollars américains. Mais parfois, le marché est soumis à des fluctuations. La rumeur s'installe et pousse la population à prendre de telles décisions. C'est pourquoi il nous faut redevenir rationnels et nous diriger vers les fondamentaux du marché. Si nous faisons de la sorte, l'analyse de la situation financière actuelle sera plus raisonnable. Malgré l'augmentation continue du nombre de lits d'hôpitaux en Chine, cela reste insuffisant pour satisfaire la demande. La Commission de la santé publique et du planning familial a décidé de se battre pour réformer le système médical. Elle se concentrera sur l'équilibre de la distribution des ressources prévues pour les soins de santé et la construction d'hôpitaux communautaires et ruraux. Une attente longue et fastidieuse. Dès la fin des vacances du Festival du Printemps, le premier centre hospitalier affilié à l'université de Zhengzhou est incapable de répondre aux demandes des malades de plus en plus nombreux. L'hôpital n'a que 7 000 lits pour plus de 13 000 patients au quotidien. En septembre, l'hôpital ouvrira une nouvelle aile avec 3 000 lits supplémentaires. Mais les autorités réalisent que l'expansion ne résout pas le problème. Depuis 2010, de célèbres médecins sont déployés chaque mois dans plusieurs hôpitaux de canton dans la province du Henan pour soigner les patients gratuitement. Les patients qui se rendent dans les hôpitaux affiliés aux universités dans les grandes villes ou les personnes qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les grands hôpitaux ont à présent la possibilité de se faire soigner près de chez eux. Certains d'entre eux ont même la chance de se faire opérer par de célèbres chirurgiens. Nous avions l'habitude de nous rendre à Zhengzhou pour consulter un médecin. Mais aujourd'hui, mon petit-fils peut se faire diagnostiquer et soigner ici par de célèbres médecins et experts sans avoir à payer plus. Nous allons étendre nos services à davantage d'hôpitaux de canton. Notre prochaine étape est de former les médecins des hôpitaux des zones rurales et rapidement améliorer leurs compétences. Je pense que c'est plus urgent et efficace. Aujourd'hui, lorsque les médecins des petits hôpitaux rencontrent des difficultés pour soigner leurs patients, ils peuvent demander de l'aide sur une plateforme en ligne. Les médecins des grands hôpitaux offrent leur diagnostic en ligne et transfèrent leurs services de consultation aux petits hôpitaux. Et s'ils rencontrent des cas de maladies rares, les patients seront transférés dans les plus grands hôpitaux. Même si nous faisons des efforts pour encourager les patients à se faire soigner dans les cliniques communautaires et les hôpitaux ruraux, de nombreuses personnes préfèrent se faire soigner dans les hôpitaux des grandes villes. Cela montre un manque de confiance envers nos services médicaux populaires. Nous avons besoin de les financer et d'acheter des équipements avancés et améliorer les compétences de personnes talentueuses pour les garder ici.
La réforme du système médical du pays est essentielle. Le gouvernement s'attaque à présent à la construction d'hôpitaux communautaires et de cantons. La Commission de la santé publique et du planning familial déclare que d'ici à 2020, 90% des maladies seront traitées dans les institutions médicales populaires. L'objectif final est d'annuler les services de consultation des hôpitaux de grandes villes afin que leur principale tâche soit de se concentrer sur l'hospitalisation et les services d'urgence. La nouvelle politique nataliste de la Chine devrait provoquer un baby-boom qui, à son tour, devrait permettre le développement des services post-natals. Chen Yibing a donné naissance à son deuxième enfant il y a 2 semaines. C'est la tradition pour une mère que de se reposer pendant au moins 1 mois après la naissance, les Chinois estimant que la période postnatale est critique pour la santé des femmes. Les grands-parents entrent alors en scène pour aider. Mais Chen a préféré avoir recours à une nourrice. Je dois me réveiller 2 fois la nuit pour nourrir mon bébé. Je ne veux pas épuiser mes parents, ils rentrent malades. Et aussi, je pense qu'une nourrice professionnelle, c'est mieux s'occuper d'un enfant. La nounou prend soin non seulement du bébé, mais aussi de la mère. Elle est payée 12 000 yuan par mois, c'est un salaire d'employé de bureau à Beijing. Chen dit que... mais elle pense qu'ils sont trop chers. J'avais pensé la prendre pour 2 mois, mais c'est trop cher. Je ne peux m'offrir ces services que pour 1 mois. Je n'ai pas le choix. Beaucoup de gens ont attendu pour avoir leur bébé cette année, car l'année du singe est meilleure que l'année de la chèvre. La nouvelle politique chinoise a aussi résulté dans la multiplication des naissances. Cette année, c'est de la folie. Il y a une soudaine hausse de la demande. Les réservations sont en hausse de 50%. On en a eu 350 jusqu'à maintenant. On a signé environ 70 contrats la semaine dernière. Les nounous prennent entre 6 et 20 000 yuan par mois. Ce centre prévoit une hausse des salaires de 15% le mois prochain. J'ai vérifié auprès de mes clients potentiels. Ils sont d'accord pour cette hausse. Je prévois de doubler le nombre de nourrices et d'en employer 1500 cette année pour satisfaire la demande. Mais il n'est pas facile d'en trouver de bonnes. L'Académie chinoise des sciences sociales dit qu'environ 17 millions de bébés naissent tous les ans en Chine. La nouvelle politique pourrait en ajouter 3 millions par an dans les 5 prochaines années. Un enfant coûte en moyenne 60 000 yuan au cours de ses 5 premières années. Cette nouvelle population devrait créer environ 2 000 milliards de yuan de consommation en plus entre 2016 et 2020. Tous les secteurs liés à l'enfance vont connaître une augmentation. Les vêtements, les jouets, l'éducation, les soins postnatals. Ce secteur est largement dominé par les femmes et il risque de pâtir justement des nombreux congés maternité. Mais cela devrait être bon pour l'économie en général. Chen dit que l'embauche d'une nourrice n'est qu'une première étape pour le bébé. Elle va dépenser encore beaucoup plus pour son éducation et prendre un appartement plus grand. Chaque année, lors des 2 sessions, les avis des ambassadeurs sont particuliers et souvent inspirants. Notre journaliste Léo Fan a assisté au débat du groupe de l'amitié avec l'étranger et à cette occasion, elle a interviewé M. Jai Jun, ambassadeur de Chine en France. Le groupe de l'amitié avec l'étranger est constitué de représentants du gouvernement chinois et d'institutions officielles dans ce domaine. Et à l'occasion des 2 sessions, leurs connaissances et l'éclairage sont particulièrement précieux pour développer les nouvelles politiques chinoises. M. Jai Jun, ambassadeur de Chine en France, a ainsi été témoin de l'évolution des relations sino-françaises ces dernières années. Je suis arrivé en France en 2014 et cette année coïncidait avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations sino-françaises. J'ai constaté que les relations entre les 2 pays se sont bien déroulées au cours des 2 années qui ont suivi mon arrivée en France. Selon certains Français, cette période s'est révélée être la meilleure période dans l'histoire de l'établissement des relations, car il y a eu de nombreuses coopérations dans tous les domaines. Il y a eu également plusieurs visites d'État entre les 2 pays. En 2014, selon les statistiques, plus de 800 activités ont été organisées entre les 2 pays.
La nouvelle ère dans les relations entre la Chine et la France a sensiblement modifié le ressenti des Chinois d'outre-mer. J'ai fortement ressenti l'amélioration des relations entre les deux pays. Je vis en France depuis 37 ans et j'ai beaucoup d'amis étrangers. Mes deux gendres sont d'ailleurs français. Le monde devenant de plus en plus connecté, ils peuvent savoir ce qui se passe en Chine à travers la télévision, les nouveaux médias et les réseaux sociaux. Le développement de la Chine les impressionne. Ce développement a un effet très important au niveau mondial. Comme le souligne M. Zhai Jun, les débats au sein de ces groupes participants à la CCPPC permettent de mieux définir les objectifs de la diplomatie chinoise. Et il espère que ces débats et ce genre d'initiatives permettront de mieux faire connaître la Chine au monde entier et de dissiper les malentendus afin de développer l'amitié entre les peuples. Liu Fang et Liang Ruifeng, CCTV. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec la Chine qui constate des signes encourageants après plusieurs années de restructuration économique et de changement de modèle de développement. C'est en ces termes que Fu Changyu, membre de la conférence consultative politique du peuple chinois, s'est exprimé. Cet homme est également l'ex-PDG du groupe pétrolier et chimique Sinopec. En tant qu'ex-dirigeant d'une entreprise publique, Fu Chengyu connaît bien la restructuration économique passée. Il déclare qu'à son avis, certains secteurs ont changé de façon radicale et qu'ils jouent déjà un rôle majeur dans le développement de la Chine. Tout d'abord, le secteur des services est devenu le premier secteur de Chine. Il représente 50 ou 50,5% du PIB national. Après plusieurs années de réformes structurelles, c'est un excellent résultat. Par ailleurs, la consommation a poursuivi sa progression à la hausse. La contribution de la consommation à l'économie a atteint 66,4% l'an dernier. Parallèlement, le développement des secteurs de haute technologie et de fabrication de matériel a été réalisé rapidement et de façon significative. Troisièmement, la situation de l'emploi est excellente. L'an dernier, plus de 13 millions de personnes ont trouvé un nouvel emploi. Si le problème de l'emploi est bien résolu, la société profitera de la stabilité. Cela nous permettrait de nous consacrer à des ajustements encore plus larges et à des réformes plus approfondies. Fu Chengyu précise que le développement de la Chine est de meilleure qualité, qu'il se fait en consommant moins d'énergie et en dégageant moins de pollution par unité de fabrication. De plus, il précise qu'après des années de réformes et d'ouverture, les entreprises chinoises sont capables de mieux réagir face aux difficultés tout en étant à l'affût d'opportunités et en faisant preuve de confiance lors de périodes troubles. Bienvenue dans cette rubrique Les deux sessions dans la presse qui se veut un tour d'horizon de ce qui s'est décrit dans les médias sur cet événement. Nous allons d'abord voir un article de l'Economic Daily intitulé « Ressentir la vraie température de l'économie chinoise ». L'auteur a comparé de manière innovante l'économie chinoise au climat en utilisant les deux termes suivants, la température annoncée et la température ressentie. Selon l'auteur, tout comme le climat qui peut être représenté par une température mesurée avec le thermomètre, mais aussi par la sensation corporelle des gens, l'économie a aussi deux facettes. Et parfois, entre les deux, il peut y avoir un décalage. C'est le cas pour l'économie chinoise en 2015. La croissance du PIB de l'année 2015 s'est fixée à 6,9% et celle du volume de l'import-export est devenue négative. D'autres indices traditionnels comme le volume de la production industrielle, la consommation énergétique semblent ne pas être trop encourageants non plus. La température annoncée de l'économie chinoise semble assez froide, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on ressent. La température ressentie par le peuple pour l'économie chinoise est plutôt douce. Le journal a ensuite présenté des éléments de preuve. Au niveau de l'emploi, plus de 13 millions de nouveaux postes ont été créés. Le taux de chômage dans les grandes villes était de 5,1%, plus bas que l'Allemagne, pays exemplaire en Europe. Côté revenus et prix, le revenu annuel par habitant a augmenté de 7,4%, ce qui est plus important que le PIB. L'IBC a progressé de 1,4%, un niveau relativement bas. Ce rapport revenu-prix fait que les Chinois voient gonfler leur portefeuille ainsi que leur sentiment de bonheur.
Il a ensuite évoqué le système de sécurité sociale chinois qui couvre désormais plus de 900 millions d'habitants, l'achèvement de la construction de 7 720 000 logements sociaux et le nombre d'étudiants d'origine des régions éloignées des principales universités a augmenté de 10,5%. Et chaque jour, 12 000 nouvelles entreprises sont créées. Tous ces éléments constituent la température ressentie par le peuple pour l'économie chinoise, qui est plutôt doux. De quoi être optimiste pour l'avenir. Sur le même sujet, un article de l'économiste de Bloomberg, Chen Shiyuan, a été largement rapporté dans les médias chinois. Dans cet article, il a tout d'abord évoqué la politique monétaire de la Chine, soulignant que l'intégration du yuan dans le panier de retrait spécial du FMI a eu des impacts positifs sur l'économie chinoise. Selon M. Chen, malgré le ralentissement de l'économie chinoise durant ces dernières années, on a toujours raison d'être optimiste pour son avenir. Car des analystes de Bloomberg montrent que depuis 2012, l'économie chinoise approfondit sa restructuration en donnant de plus en plus de part au secteur tertiaire et à la demande intérieure. Le développement devient ainsi plus équilibré. M. Chen a également mentionné la notion des réformes du côté de l'offre lancée par le gouvernement chinois, expliquant que cette mesure vise à exploiter le potentiel de l'économie chinoise. Avec ce potentiel bien exploité, malgré son ralentissement, l'économie chinoise pourra maintenir sa croissance à 6,5% au moins jusqu'en 2020, prévision que Bloomberg a donnée. Face à l'augmentation de l'instabilité de l'économie mondiale, la bonne santé économique de Shenzhen attire l'attention des médias internationaux. Un journaliste du Wall Street Journal est allé enquêter dans cette ville du sud de la Chine. Il a souligné dans son reportage qu'aucune pression économique ne peut être éprouvée dans cette ville. De plus en plus de PME dans le secteur manufacturier commencent à produire des imprimantes 3D, des gyrobots et des robots. Shenzhen est devenue une locomotive de la transformation industrielle de l'économie chinoise. On se tourne vers le Kunming Daily maintenant. Avec le développement des nouveaux médias, le secteur des communications a connu de grands changements. Selon les statistiques, en décembre 2015, les internautes chinois étaient au nombre de 688 millions et la pénétration d'Internet atteint les 50% de la population. Les médias traditionnels font face désormais à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Le développement de la fusion entre les médias traditionnels et les nouveaux médias fait partie du rapport d'activité du gouvernement. Pourquoi cette proposition ? Comment arriver à cet objectif? Kunming Daily a recueilli les points de vue des députés sur le sujet. Selon Wang Yafei, la fusion des médias consiste non seulement dans le mariage entre les contenus, les images et la vidéo, mais aussi celui entre les médias et les autres secteurs, comme les expositions, le tourisme ou la finance. Ce qui permettra de créer un modèle commercial et de donner ainsi une force pour parvenir à un développement durable. Selon Liu Bingjie, il est important d'unifier les lois et les règlements. En Chine, chaque type de média a sa propre réglementation, ainsi que ses différentes cibles et un public différent. Sans les unifier, il est difficile de créer une ambiance de concurrence juste. Selon Zhou Mingwei, la fusion des médias n'est pas une simple addition. Elle nécessite de diversifier les façons de diffuser les informations en mettant ensemble les livres, les journaux, la radio, la télévision et Internet. Le public peut aussi prendre part dans la diffusion des informations. Et pour terminer, un sujet un peu plus léger. Durant les 2 sessions annuelles, un passage long de près de 100 mètres dans le hall situé au nord du Palais du Peuple est l'endroit réservé aux journalistes pour recueillir des informations de la part des ministres. Dans les coulisses des 2 sessions, le quotidien du peuple s'est intéressé à ce passage. Ces dernières années, il se produisait souvent des accidents alors que les journalistes se précipitaient dans ce passage pour trouver les dernières nouvelles. Pour laisser sans obstacle ce passage, des plateformes respectives pour les photos et les discours, ainsi qu'une zone spéciale pour les reportages ont été mises en place. Ces mesures ont permis de normaliser la production des reportages. Dans le cas des ministres, les réponses sont souvent courtes, mais donnent beaucoup d'informations importantes.
À travers le micro des journalistes, ils peuvent répondre aux questions qui intéressent le peuple. Le rassemblement des journalistes au passage des ministres montre l'attention du public envers le travail du gouvernement. Ainsi, la transparence des informations sur leur travail quotidien reste nécessaire, telles que la publication immédiate de la nouvelle politique, la réponse immédiate aux questions du public. Cette forme de relation entre les ministres et les médias devrait être appliquée de façon permanente. L'innovation est la clé des nouveaux développements de la Chine, mais aussi l'un des sujets les plus discutés lors de cette section politique annuelle. CCTV a recueilli les impressions de plusieurs délégués, eux aussi entrepreneurs, sur leur vision de l'avenir. La Chine a fortement mis l'accent sur la création, en particulier dans le monde des affaires. Et cela intervient après plusieurs décennies d'expansion qui ont largement reposé sur le commerce étranger et l'investissement. L'idée d'innovation a pris une place centrale ces dernières années. Les dirigeants des cercles des affaires déclarent que les avancées technologiques dans certains secteurs sont devenues des éléments de premier plan. La capacité des entreprises chinoises à créer s'est améliorée très rapidement. L'application du PCT par les entreprises chinoises en 2014 a compté pour 13% sur le plan mondial contre 7,6% il y a 5 ans. La Chine n'est pas que le principal fabricant, mais aussi un inventeur majeur. Le pays va poursuivre sur cette tendance à l'avenir. L'emploi de PCT se réfère au traité de coopération sur les brevets, un traité international qui a défini une procédure unifiée quant aux demandes de dépôt de brevets. Plus de 150 pays et régions ont ratifié cette loi. Mais transférer des avancées technologiques dans des biens de consommation n'est pas chose aisée. Li déclare que cela pourrait prendre plusieurs années à son entreprise, un fabricant majeur de produits électroniques en Chine, afin de développer sa capacité en matière de design, de production et de marketing. Et compte tenu du fait que les clients demandent des produits de plus en plus sophistiqués, les entreprises devront baser leurs efforts de recherche et de développement sur les besoins du marché. Un responsable exécutif d'une entreprise d'État d'importance spécialisée dans la technologie de l'information déclare que l'industrie ferait mieux de former une alliance avec des partenaires afin de répondre à la demande. L'innovation technologique doit être orientée vers le marché, en particulier pour les produits issus de l'ingénierie et leur application. Donc l'entreprise doit adopter un rôle de chef de file. Et pour notre industrie en particulier, je suggère que nous formions une alliance de l'industrie car nous avons besoin d'un écosystème afin de réaliser ces produits comme des smartphones, des téléviseurs intelligents et autres objets portables. Liu suggère en outre que les entreprises communiquent entre elles et partagent leurs découvertes pour faciliter une croissance commune. Et à côté du développement technologique, la création de modèles commerciaux pourrait aussi être d'une grande aide, selon Lei Chun. Lei est le fondateur de Xiaomi, une entreprise technologique à la rapide croissance, connue pour ses téléphones portables et autres produits technologiques. J'estime que le monde est en train de prendre l'innovation de la Chine bien plus au sérieux qu'au cours des 10 dernières années. De nombreux modèles commerciaux chinois et de produits sont rapidement appris et imités par d'autres pays. Le gouvernement chinois a, ces dernières années, publié des politiques favorables au monde du commerce, telles que la limitation de la bureaucratie et les réductions des crédits d'impôts et autres frais. Mais les analystes estiment que davantage doit être fait, comme l'amélioration des lois sur les entreprises et la suppression des frais administratifs. Le drame de la performance boursière de 2015 a coupé le souffle à de nombreux investisseurs. Voyons ensemble ce qu'il s'est réellement passé. Le marché boursier chinois de 2015 a connu des hauts et des bas. Mi-juin, les actions A continuent de chuter. Le 19 juin, l'indice de Shanghai a baissé de 13% en une semaine. Les investisseurs ont paniqué, les choses ont mal tourné. Fin juin, le gouvernement central a décidé d'intervenir. La Banque centrale a réduit ses taux et la CSRC a arrêté l'offre publique initiale. Le gouvernement s'est également assuré que les entreprises d'État géantes continuent d'acheter, formant une équipe nationale pour obtenir les prix des actions. Le marché a obtenu un court répit. Les mesures du gouvernement pour sauver le marché ont continué, s'attaquant aux ventes à découvert malveillantes et au déni d'initiés. Ce n'est que fin août que le marché a regagné une certaine confiance et que les choses ont commencé à reprendre.
L'amélioration de la qualité de l'air de Beijing est désormais l'une des priorités de la capitale chinoise qui connaît de sévères épisodes de smog. De nombreuses restrictions ont d'ores et déjà été adoptées. Fermeture d'usines et de chantiers, fermeture temporaire d'institutions publiques et d'écoles, circulation alternée. Les émissions des véhicules ont été identifiées comme une des causes principales de la pollution à Beijing et des bus électriques ont été mis en circulation afin de remédier à la situation. CCTV a visité les locaux de l'un des principaux opérateurs de bus écologiques de la ville pour en savoir plus. La division des bus électriques du groupe de transport public de Beijing est en charge de presque tous les bus électriques de la ville. Elle compte environ 300 véhicules, ce qui ne constitue qu'une fraction du nombre total de bus en circulation dans la capitale chinoise. Les bus électriques ne sont pas polluants, au contraire des bus conventionnels qui produisent beaucoup d'émissions polluantes. La situation s'aggrave durant les embouteillages qui sont fréquents aux heures de pointe. Le logo bleu distingue les bus conventionnels des bus électriques, mais la principale différence reste leur mode de fonctionnement interne. Les bus électriques fonctionnent grâce à des batteries. En général, 20 minutes sont nécessaires pour en recharger une. Il existe toutefois un groupe de bus équipés de vieilles batteries qui requiert 2 heures. Les conducteurs bénéficient également du changement apporté par les nouveaux bus. Avant, je conduisais des bus alimentés au diesel. Le moteur faisait beaucoup de bruit, mais celui-ci est silencieux. C'est un vrai soulagement. Ces nouveaux bus impliquent toutefois de nouvelles contraintes. Li doit recharger la batterie après chaque rotation, ce qui lui demande environ 2 heures et demie. Sur les bus électriques, ces points de contact ont remplacé les compresseurs qui se trouvent au même endroit sur des véhicules traditionnels. Le principe est le même que pour une prise géante. Cette station dispose de 15 chargeurs géants. Ils alimentent environ 30 bus. Malgré tous leurs avantages, les batteries des bus électriques coûtent 600 000 yuan, ce qui les rend 50% plus coûteux que les bus conventionnels. Le nombre restreint de stations de rechargement limite également leur popularité. Le groupe prévoit néanmoins l'achat de 2400 bus écologiques cette année. Leur nombre devrait excéder les 10 000 unités d'ici à 2020, ce qui représenterait alors la moitié du nombre total de bus en circulation dans la ville. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.